sur 92.3 et en vidéo live Facebook sur la page RJFM. 7h45 sur RJFM, on est en direct, vous informer avec les acteurs importants dans cette période. C'est notre objectif depuis un mois, on n'a pas lâché et on ne lâchera pas bien évidemment. Nous recevons ce matin en direct en ligne avec nous le président du conseil départemental de l'Allier, Claude Riboulet, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. On avait fait le point avec vous il y a 3 semaines sur cette antenne. On refait un point aujourd'hui parce qu'il y a pas mal de nouveautés. On va commencer, si vous le voulez bien, avec cette perspective de déconfinement et donc cette commande de 340 000 masques en tissu faite par le conseil départemental. On avait parlé la semaine dernière sur cette antenne de l'initiative de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui va faire de même pour tous les habitants de la région. Vous dites 2 masques, c'est mieux qu'un finalement ? Oui, d'abord, je salue l'initiative du président du conseil régional, Laurent Wauquiez, d'avoir eu cette bonne idée de doter l'ensemble des habitants de la région d'un masque tissu. Ça viendra donc compléter, ou peu importe dans quel sens, celui que le département a prévu aussi de distribuer en partenariat avec les maires des 3 villes, Moulins, Montluçon, Vichy et les 3 présidents d'agglo. Donc, ce qui est très important, c'est que on les a commandés, ils arriveront courant mai, j'espère, dans la première quinzaine. Et surtout, on a commandé 70 000 masques en tissu pour les écoliers et les collégiens afin qu'ils en aient tout de suite 2 chacun. Il y a à peu près 18 000 élèves qui sont en école élémentaire, 15 000 qui sont au collège, donc de 6, on va dire, à 15 ans, pour qu'ils aient chacun 2 masques si l'école et le collège reprennent, même si on se doute que ça sera progressif. Ouais, vous le disiez lors de votre conférence de presse vendredi, ce sont des masques adaptés parce que c'est vrai que la taille des élastiques n'est pas forcément adaptée et c'est pas un détail finalement. C'est le problème et c'est pas tout à fait que la taille des élastiques, c'est que ces masques qui ont été commandés évidemment en respectant norme AFNOR bien sûr, pour les enfants, ils sont trop grands, ils cachent plus que le nez et la bouche, donc c'est un format un peu plus réduit et c'est très important qu'ils aient eux aussi des masques adaptés. Le président de région veut mettre à contribution les entreprises régionales. Évidemment, est-ce que dans le département de l'Allier, on a des fabricants potentiellement comme ça ? Alors il y en a dans le département de l'Allier. Nous, on a passé commande sur les entreprises, soit dans l'Allier, soit en France, et en souhaitant que ces masques soient agréés. Vous avez un certain nombre de structures qui peuvent fabriquer des masques. Il y a aussi ceux qu'on peut faire soi-même. Nous, ce qu'on souhaite, c'est quand même qu'ils aient la norme AFNOR, qui est une norme, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais de respirabilité d'une part et de filtration d'autre part. C'est évidemment très important dans ce contexte. 70 000 masques, 340 000 au total. Est-ce que vous avez un délai vraiment ? Est-ce que tout cela sera arrivé d'ici le 11 mai ou est-ce qu'il faudra être un petit peu plus patient ? J'ai annoncé dans la première quinzaine de mai, je vais rester très prudent. Plus vite ils arriveront, mieux ce sera, y compris si on est encore en période de confinement, parce que pour sortir, pour l'autorisation quotidienne, ça sera mieux. Je ne vais pas m'engager sur une date de livraison, je préfère être prudent et quand ils arrivent, s'ils arrivent plus vite, tant mieux, plutôt que de vouloir donner tout de suite une nouvelle que je ne pourrais pas être capable de tenir. Comment va se faire la distribution ? C'est déjà organisé tout ça ? On est en train de l'organiser. J'avais annoncé, je pense que c'est quand même le plus efficace, que l'idéal c'est de passer par le réseau des mairies. C'est-à-dire que le département effectuera la livraison dans chaque commune et qu'on sollicitera les maires, leur conseil municipal, éventuellement les agents pour les distribuer à leur population. Il n'y a pas une commune qui a le même nombre d'habitants. Donc je crois que c'est quand même le maillage le plus efficace pour pouvoir distribuer efficacement des masques à chaque habitant de l'Allier. On est en train de travailler les modalités, puis on sollicitera évidemment les maires. Ça leur coûtera rien, sauf de faire la distribution. Et si vous me permettez, je crois que c'est aussi très important. Ça montre, là, c'est un peu symbolique, mais les symboles, on en a besoin en ce moment, que tous les élus à tous les niveaux, communes, départements, régions, sont tous mobilisés pour prendre au maximum soin de nos concitoyens et pour nous des Bourbonnais. Ouais, des masques en tissu donc qui vont être distribués et puis il y a aussi toujours cette volonté du département avec ces masques chirurgicaux ou les masques FFP1, FFP2, on apprend maintenant les termes, 100 000 supplémentaires distribués dans les structures du département la semaine dernière. C'est ça, c'est-à-dire qu'on a distribué, comme on l'a fait depuis le début de la crise, la dotation stratégique fournie par l'Agence régionale de santé, plus une première arrivée de la commande conjointe qu'on avait fait avec la région Auvergne-Rhône-Alpes. On a commandé le département 55 000 masques, et il y en a déjà 20 000 qui sont arrivés cette semaine, et qui sont en priorité pour les structures collectives, nos maisons de retraite, les maisons d'accueil d'enfants, les services d'aide à domicile. Justement, vous parliez des EHPAD, des maisons de retraite. Quelle est la situation là aujourd'hui dans le département de l'Allier ? Je crois que vous vous êtes rendu à l'EHPAD du Donjon la semaine dernière, par exemple.
Alors j'étais la semaine dernière à l'EHPAD du Donjon pour accompagner la première livraison justement de ces 20 000 masques commandés conjointement par le conseil régional et le conseil départemental. Fort heureusement pour cette maison de retraite, l'EHPAD du Donjon n'est pas touchée. Les informations, c'est celles que communique l'ARS. Il y a 3 maisons de retraite qui sont touchées dans l'Allier où on a des personnels ou des résidents qui ont été testés Covid+. Il faut rester extrêmement vigilant. J'ai écouté hier l'annonce du Premier ministre qui permettra dans des conditions très strictes aux familles de pouvoir voir, pas forcément approcher, mais voir leurs parents. Humainement, c'est très important parce qu'il y avait effectivement de la souffrance de la part de ces personnes âgées en EHPAD ou de la part de leur famille, mais il faut rester très très prudent et essayer de préserver nos aînés à qui on doit beaucoup du mieux qu'on peut. Il y avait la région qui avait également annoncé un dépistage systématique dans tous les EHPAD de la région progressivement. Est-ce qu'on a avancé sur ce point dans l'Allier, sur l'organisation de ce dispositif? Ça a commencé pour les 3 maisons de retraite que j'évoquais qui ont été touchées par le Covid. Et pour tout vous dire, j'ai tout à l'heure à 9h une réunion avec la préfecture et l'ARS pour qu'on affine davantage ce dépistage que moi, bien sûr, je souhaite systématique dans tous les EHPAD et dans tous les accueils collectifs de personnes âgées. Ça vaut pour les MARPA, ça vaut aussi pour, je l'évoquais, les enfants ou les personnes handicapées qui sont en établissement. Des EHPAD, on revient aux jeunes avec cette et bien sûr, pardon, oui. et les personnels qui prennent soin d'eux. Quand je parle de ces établissements, c'est aussi bien les résidents que les personnes. Oui, bien sûr. On en revient aux jeunes avec cette perspective d'une réouverture progressive des écoles, des collèges surtout, voilà, pour le département de l'Allier, des lycées à partir du 11 mai. Pour ce qui est des collèges, est-ce que vous avez déjà réfléchi à une organisation au sein des collèges, et on parle aussi de transport scolaire, pourquoi pas? Alors très clairement aujourd'hui, on n'a pas avec les services départementaux réfléchi à la moindre organisation puisqu'on n'a aucune consigne. On n'a aucune directive. Donc, je rappelle simplement qu'aujourd'hui, il y a 4 collèges sur 35 collèges publics qui sont ouverts pour accueillir les enfants des soignants au personnel de sécurité, que instantanément, on est capable d'en ouvrir 5 de plus, c'est-à-dire pour avoir 9 collèges sur tout le territoire pour accueillir encore une fois ces enfants de soignants. Les conditions de réouverture, moi, je ne vais pas travailler à blanc dans le vide tant que je ne sais pas exactement si ça dépendra de secteurs géographiques, de tranches d'âge, de classes entières, de demi-classe, je ne sais pas. Par contre, on sera très réactif, comme je crois on l'a été avec les services du département, ce qui me permet de remercier tous les agents du conseil départemental très mobilisés pendant cette période de crise pour rouvrir dans les meilleures conditions. Vous évoquez les transports scolaires, c'est un vrai sujet parce que dans les collèges, on a un petit peu de place, donc on pourra effectivement garder des distanciations pour les élèves et leurs enseignants. En revanche, dans les transports scolaires, il faudra bien anticiper les choses parce que j'imagine pas un instant qu'on mette 2 enfants côte à côte sur 2 sièges et les uns derrière les autres. Ça sera sans doute aussi dans les transports scolaires, en plus du masque, des distances qu'il faudra respecter. Donc j'attends clairement des consignes très claires, très opérationnelles pour mettre les choses en place. Ouais, il faudra faire ça ensuite rapidement finalement, là ça va être une période vraiment compliquée. Écoutez, il y a 2 étapes. La première, elle est dans 2 jours. C'est normalement le conseil médical scientifique qui doit se prononcer sur les principes des conditions de sortie progressive du confinement. Le Premier ministre a annoncé hier qu'il donnerait des éléments plus pratiques d'ici une quinzaine de jours. De toute façon, rien avant le 11 mai. Donc il nous reste encore malheureusement quelques semaines pour nous y préparer. On parlait également des collèges avec ces 119 ordinateurs livrés aux enfants pour leur scolarité parce que tout simplement c'est quelque chose qui s'est posé dans le feu de l'action, mais certains n'étaient pas équipés à leur domicile et pouvaient pas suivre les cours en fait tout simplement. C'est exactement ça. Alors même si là, nous, on est rentré dans une séquence dite de vacances scolaires, je rappelle simplement que les enfants ne sont pas déscolarisés. Ils sont toujours scolarisés, sauf qu'ils restent à domicile. Et là, la méthode qu'on a employée, qui me semble être la plus efficace, c'est celle du plus grand bon sens, c'est que les familles qui n'avaient pas d'équipement ou qui avaient un équipement qui était ancien et qui fonctionnait mal, se sont signalés auprès du principal du collège de leur enfant, et les services du département, les services informatiques, ont préparé des ordinateurs portables parfois, la plupart du temps d'ailleurs, pour les mettre à disposition de ces familles. Alors évidemment, il faut qu'il y ait chez ces familles une connexion Internet d'une manière ou d'une autre, soit par le téléphone et la 4G, soit par l'Internet, mais effectivement le but était qu'il n'y ait aucun collège
collégiens qui ne puissent pas continuer d'avoir les exercices, les cours, l'activité scolaire, parce qu'il aurait manqué de matériel informatique. Je sais qu'il peut y avoir ici ou là un ou deux collégiens qui n'ont rien parce qu'il n'y a pas la connexion Internet. Et là, malheureusement, je ne peux pas, moi, du jour au lendemain, leur créer un accès Internet, mais au moins, on met le matériel informatique à disposition. Et puis dernière thématique, vous avez annoncé également vendredi la revalorisation des indemnités des assistants familiaux, puisque les enfants placés dans les familles d'accueil ne sont plus scolarisés et forcément ça fait des charges en plus. Évidemment, alors on a 360 assistants familiaux dans le département. Ce sont les familles qui accueillent les enfants qui nous sont confiés par la justice, ceux de l'aide sociale à l'enfance. Et évidemment, elles ont un peu plus de travail parce qu'elles deviennent à la fois assistantes familiales et d'une certaine façon aide pédagogique. Et on a souhaité, c'est très important parce qu'il ne fallait pas qu'elles décrochent. On a besoin d'accueillir, c'est un peu plus de 1000 enfants dans le département, ces jeunes-là. Donc on a revalorisé leur indemnité journalière qui passe de 13 à 20 euros pour tous les assistants familiaux, quel que soit le nombre d'enfants qui leur est confié. Et puis une dernière question, Claude Riboulet, le conseil départemental continue évidemment à fonctionner, notamment un bureau de l'exécutif départemental qui va se tenir en visioconférence. Comment vous gérez finalement au quotidien toute la vie de la collectivité ? Alors, il est vrai que les ordonnances du gouvernement ont donné au président de département un peu plus de pouvoir pour gérer les affaires en cours et au-delà. Par exemple, passer des commandes pour les masques. Aujourd'hui, évidemment, on est sur un rythme qui est réduit. C'est ce qu'on appelle le plan de continuité d'activité des services. Pour autant, il y a encore des décisions, des réflexions qui doivent être menées. Et donc, cet après-midi à 14h, avec mes collègues vice-présidentes et vice-présidents du département, en visioconférence, on reprendra un premier bureau exécutif pour faire un tour d'horizon, pour commencer de redonner des axes stratégiques, notamment pour travailler sur un plan de relance et de solidarité à l'échelle de notre département, et puis pour décider de quelques dossiers en cours. Merci Claude Riboulet d'avoir été avec nous ce matin. Je vous en prie, et puis prenez soin de vous toutes et tous. Merci à vous d'avoir été avec nous pour faire le point sur la politique du département et tout ce qui se passe en ce moment. Président du conseil départemental, on le rappelle, il est 7h57. 7h45, l'invité du jour. En direct sur 92.3 et en Facebook Live vidéo sur la page RGFM. Élise Avenue, votre réseau national d'agences immobilières présent en Auvergne à Montluçon, Culan, Saint-Éloi-les-Mines, Saint-Pourçain et Évaux-les-Bains. Actuellement. Hypercentre de Montluçon, proche